Oui, bonjour, eh bien c'est un peu en cette vidéo la suite de la précédente où je vais préciser certains points. J'avais en effet comparé les facultés de nos frères africains, Afrique noire en particulier, mais aussi la lointaine Asie, l'Extrême-Orient, par rapport à nous, du point de vue technologique, du point de vue science abstraite, idées, coutumes, façon de vivre, et il faudrait, à dire vrai, de très nombreuses vidéos pour expliquer tout ça. Ne serait-ce que certains aliments dont nous faisons usage presque au quotidien, par exemple des pâtes, surtout en Italie, les pâtes venues d'Extrême-Orient. Les Italiens ont eu l'idée de faire le trou dans les pâtes et nous mangeons des pâtes. Il y a mille et un objets de la vie quotidienne, aussi bien des aliments que des objets utilitaires, des outils, des ustensiles qui proviennent des quatre coins du monde, les inventions desquelles ne nous sont pas imputables. Même un pyjama. L'idée du pyjama, en fait, ça vient d'Orient, ça vient, je crois, d'Indonésie. On le retrouve en Inde, en Indonésie et du côté de l'Iran. Et d'ailleurs, le mot est étranger, pyjama. Ainsi, mille et une choses. Mais cette petite vidéo est spécialement consacrée à l'éducation des enfants. Vous le savez, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, célibataire que je suis, si j'avais été marié, j'aurais été un homme patriarcal, traditionnel, patriarcal, les enfants élevés auprès de la maman dès le plus jeune âge. Alors voilà que nos amis africains, de manière traditionnelle, et ils sont encore très ruraux, sur le continent africain, Afrique noire en particulier, et nous enseignent, nous rappellent sinon, mille et une traditions qui ont fait leurs preuves au cours des milliers, des dizaines de milliers d'années. Or, les wokistes, gauchistes, veulent changer, faire table rase du passé, établir une parfaite égalité interchangeable entre les sexes, masculin, féminin ou Dieu sait quoi d'autre, entre les deux, agenrés, non-genrés, cisgenres, enfin bon, je ne m'y retrouve plus. Ce que je sais, c'est que pour faire des bébés, il faut, m'a-t-on appris, un papa, une maman, et cela donne des bébés. Du reste, dans toutes les religions, vous avez cette trilogie, Isis, Osiris et le petit Horus. Joseph, Marie et l'enfant Jésus. Vous voyez, ça fonctionne comme ça, c'est la nature, c'est ainsi que l'on fait des bébés. Il faut un papa, il faut une maman et cloc, c'est la nature, fécondation, et la femelle devient grosse et accouche. Voilà. Je fais le bébête, je fais le naïf, mais c'est pour un peu vous faire rire et aussi redescendre sur terre. Donc, en Afrique, traditionnellement, Afrique noire, j'ai remarqué, ayant vécu donc mes premières années d'enfance à Madagascar et ensuite au Cambodge, plus particulièrement, donc c'est quand même presque 6 ans de ma vie. Ma sœur, à l'époque, a fait ses premiers pas à Madagascar. Autant dire que cela marque à vie, et surtout un enfant, les enfants que nous étions, observions, jouions avec nos camarades indigènes. Indigène n'est pas une insulte, cela veut dire une personne du cru. Autochtone, c'est plus savant, c'est une personne issue de la terre. Auto et chton, comme chtonien, vous voyez. Eh bien, nous étions presque des indigènes nous-mêmes. Je me rappelle, je me baignais dans les mêmes rivières, nous ne craignions pas les moustiques et tout se passait très bien pour nous. Et donc, enfants, nous observions
Et mes parents, qui avaient 25, 28 ans à l'époque, eux-mêmes observaient, s'inspiraient pour notre éducation de ces indigènes. Et on remarquait déjà à l'époque, pourtant en France tout allait beaucoup mieux dans les années 60, 70, nous remarquions, dis-je, que les mamans africaines, en particulier, s'occupaient de leurs enfants. Elles étaient en quelque sorte femmes au foyer ou au champ, mais toujours dans les bras, le petit enfant, dès sa naissance. L'enfant était nourri au sein, bien naturellement, et je crois que de jeunes couples occidentaux y reviennent, nourrir bébé au sein. Figurez-vous que de le nourrir au lait industriel, ça a été simplement une affaire de business. Je me rappelle, j'avais vu toute une émission de télévision sur Arte, expliquant en profondeur, il faudrait que je retrouve la source, mais expliquant en profondeur, depuis les États-Unis d'Amérique, tout ce business, tout ce trafic, dès avant la guerre, mais surtout après la guerre, dans les années 50, pour inciter les mamans américaines à nourrir leurs nourrissons avec du lait industriel, reproduisant, vaille que vaille, le lait maternel. Mais rien ne vaut le lait maternel. Et voilà, c'était une affaire juteuse. Il s'agissait de faire du pognon. Les mamans africaines, donc, nourrissaient, et nourrissent encore pour l'essentiel, leurs bébés, leurs enfants, leurs nourrissons, au lait maternel. Elles l'ont donc contre leur poitrine. Et le petit enfant, dès les premiers jours, dès les premières semaines, et continuellement, sur plusieurs mois, ont leur maman tout contre eux. La maman sent battre le cœur de son enfant, et réciproquement, l'enfant le sent. Comme les petits animaux, comme les singes, n'y voyez pas du racisme. Nous sommes tous des singes sophistiqués. Je suis un singe blanc qui vous parle dans ce décor. Et les Africains, c'est pareil, nous sommes tous des primates évolués, mais très proches des singes. Et donc, voyez chez les guenons, c'est pareil, elles tiennent leur bébé tout contre elles. Ce geste, apparemment primitif, et vous pourriez le voir d'un œil condescendant et rire, non, non, cela est un enseignement de la nature. Il faut donc que la maman ne soit pas privée de son petit enfant pour l'allaiter elle-même autant que faire se peut. Ensuite, il faut qu'elle le conserve près d'elle, toujours, toute la journée, ou presque. L'enfant sera alors calme, rassuré, il aura sa maman tout contre lui. Comme un petit animal, comme un petit chat, comme un petit singe. Pareil, pareil, c'est la même chose. Sur les premières semaines, surtout, c'est vital pour la construction de l'enfant, sa construction de son cerveau, parce que l'enfant observe. Dès les premières semaines, le petit enfant observe. C'est une véritable éponge mentale. Et donc, elles ont toujours, ces mamans, leur bébé, au bout de quelques semaines et quelques mois, dans leur dos, attaché dans leur dos avec des toiles, ou bien tout contre leur poitrine. Et elles continuent, bien sûr, à vaquer à leurs occupations domestiques essentiellement, à la maison. Pourquoi? Eh bien, pour confectionner le repas de la famille. Mais l'enfant toujours à côté. Alors, si je vous raconte tout ça, c'est que nous avions très vite remarqué que les enfants africains ou asiatiques pleuraient beaucoup moins que les enfants occidentaux, que les petits blancs. Beaucoup moins, ils avaient leur maman à leur côté. Ça donnait des enfants plus calmes, notamment malgaches, à Madagascar, rares, très rares, et c'est toujours vrai de nos jours dans les campagnes là-bas, que les enfants se mettent à hurler, à faire des caprices, à crier très fort, à être nerveux, agités, des enfants agités. Eh bien non, ça ne se produit pas dans ces pays. Les enfants sont calmes, ne crient pas. Il faut dire que les indigènes ne crient pas comme nous. Ils ne sont pas, malgré leurs difficultés quelquefois de vivre,
pour accéder au monde moderne, dit moderne, du XXIe siècle. Certains vont grossir les villes, vivent dans des bidonvilles, dans des conditions précaires, y compris à Madagascar, donc que je connais bien. Malgré ça, les enfants restent calmes. Souvent, ils sourient, ils éclatent de rire, même dans la misère. Donc, j'ai beaucoup de respect pour cette tournure d'esprit qui permet de surmonter des difficultés. Avec beaucoup de difficultés, je vous dis, dans la précédente vidéo, je disais qu'il n'était pas facile pour eux d'accéder au XXIe siècle. Mais dans leur civilisation, ils ont été heureux dans l'ensemble, bien plus que nous, avec certes des guerres tribales, mais beaucoup moins que chez nous. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, plein de guerres que nous avons menées avec l'aide des Américains dans le monde entier. Hein. La guerre du Vietnam, quelle horreur. Donc, dans l'ensemble, ces tribus africaines, et plus particulièrement Madagascar, ont été bien plus heureuses dans le cours des temps que nous, occidentaux, nettement. Et donc tout se passait bien à la vue de ces enfants qui étaient donc très calmes, élevés avec leur maman. Alors nous devrions nous inspirer, nous, blancs, occidentaux, français, vivant en France métropolitaine en particulier, eh bien de garder nos enfants, de les allaiter au sein si possible, et de les garder à la maison le plus longtemps possible avant que de les scolariser. J'ai été scolarisé à Madagascar, à l'école maternelle, pas avant l'âge de 4 ans. Ma mère voulait attendre l'âge de 6 ans, cours préparatoire, école obligatoire. Mais on a jugé bon à l'époque, ma maman était mère au foyer, hein, de me scolariser uniquement à l'âge de 4 ans. Eh bien, je remercie ses parents, paix à mon père qui est décédé il y a 4 ans, ma maman est toujours vivante et c'était une bonne idée que d'avoir les petits-enfants à la maison, mère au foyer, conditions de vie modestes, certes, mais heureux. Il est vrai que le coût de la vie était tout autre à l'époque, mais on se contentait de peu. Nous avions, ma sœur et moi, été très heureux à Madagascar, au Cambodge et de retour en France métropolitaine en 1967. J'avais alors 9 ans et demi. Et tout se passait fort bien, la maman à la maison. Plus tard, maman a fait des heures de ménage, elle a fait quelques travaux à gauche, à droite, et mon papa était dans la marine, sous-officier mécanicien dans la marine nationale. Ça suffisait d'ailleurs à nous nourrir et nous étions relativement nombreux, ma sœur et moi, ma maman au foyer, mon papa et puis même un grand-père que nous avions quelque temps hébergé. Il avait une petite retraite et, ma foi, la maisonnée se portait fort bien. Donc, nos Africains nous enseignent une chose, c'est la maman, si possible, les premières années pour le petit enfant, pour son bien-être et son avenir équilibré, d'enfant équilibré, de rester au foyer, de s'occuper de l'enfant pendant que le papa va travailler. Désormais, je sais qu'il y en a qui doivent être scandalisés par mes propos, désormais les jeunes couples, vous avez cette possibilité d'être nomade digital ou de travailler à domicile avec Internet. Donc je conseillerais aux mamans avisées, quelque peu instruites, eh bien ma foi, de lancer leur petite entreprise tout en s'occupant à la maison de bébés. C'est possible de nos jours, vous n'avez aucune excuse. Si vous avez l'intelligence, la formation commerciale, lancez votre chaîne YouTube par exemple, affiliation de produits féminins par exemple, et puis si vous êtes une jeune maman, profitez-en pour faire des tutoriels, des formations payantes et des vidéos YouTube gratuites. Comment j'élève mon enfant? Et chaque jour, vous faites des vidéos, ça marchera. Hein? Vous aurez au moins de quoi compléter le salaire du papa. Voilà, c'est tout simple et c'est un vieux garçon qui vous enseigne cela. Faites-le, oh, si vous avez 20, 25 ans, vous vous mettez en couple, allez-y, foncez, vous n'avez rien à perdre, surtout si vos parents
un peu âgés ou qui ont mon âge sont là pour veiller au grain, c'est-à-dire vous protéger en cas de problème financier. Puis, ma foi, une petite entreprise, une micro-entreprise à domicile, avec YouTube et plusieurs plateformes, bien sûr, la chaîne du papa, la chaîne de la maman, et puis le papa peut travailler comme salarié à l'extérieur. Ça vous fait 3 sources de revenus dès le départ. Bébé sera heureux avec ses parents. On entendra un peu le cri des parents, mais bon, c'est la vie, c'est la vie, c'est la génération suivante qui est en train de pousser comme une plante. Et donc, j'ai observé aussi une certaine façon de vivre relativement cool. Je disais, dans ces pays africains, c'est souvent déglingué et chaotique, pour une raison simple, c'est que la vie urbaine rapide, cet exode rural qui a été beaucoup plus rapide que chez nous en Occident, a fait qu'ils n'ont pas pu tous s'adapter et que donc aux abords de ces villes ou dans les villes même africaines, vous avez des bidonvilles, des trafics de drogue, de la délinquance, tout est déglingué, les trottoirs, des fondrières, des routes qui ne sont pas réparées, des nids de poules, que dis-je, des trous, des gouffres dans des rues comme à Douala, Yaoundé. Mais on est quelquefois surpris. Les Chinois, en fait, comme ils veulent s'arroger les matières premières, ils viennent aider les Africains, construisent de belles autoroutes et tout, mais juste aux abords immédiats, vous avez une pauvreté extrême. Traditionnellement, dans les campagnes, les Africains ont maintenu des liens sociaux, familiaux, tribaux, qui fait que l'humain n'est pas isolé, individualiste comme chez nous. Regardez chez nous la gueule des gens. Aujourd'hui, à Toulon, il fait un mauvais temps, très mauvais temps aujourd'hui. Nous sommes le 24, 24 septembre 2024, au moment où je fais cette vidéo. Le temps est maussade et les gens, dès le matin, alors qu'il ne pleuvait pas, faisaient la gueule, tous sur leur smartphone. Des regards de zombies, vous savez, ou de robots. Froid, même entre jeunes, il n'y a pas ce sourire lorsqu'un jeune homme croise une jeune fille. Il pourrait y avoir, comme sous les tropiques, un petit regard coquin, un petit sourire. Ça ne veut pas dire qu'on va, mais pourquoi pas. Mais un petit regard. J'ai eu l'aumône de ce petit sourire avec une jeune fille, pas plus tôt qu'il y a 2-3 heures en ville. Ça m'a fait chaud au cœur. Oh, c'est pas aller plus loin, mais c'était sympa. Et on a parlé de ce sujet-là. Elle était un peu métisse. D'un seul coup, il y avait le sourire. Elle me voyait avec ma dégaine, ma façon d'être un peu un jeune, mais un jeune des années 80 que je suis resté. Je vous montrerai d'ailleurs des photos de qui j'étais quand j'avais 30 ans, quand j'avais 20 ans, 12 ans, 15 ans. Vous verrez l'évolution et l'âge où on peut reculer, et jusqu'à 30 ans, je me reconnais. Après, non, avec ma tignasse, mes cheveux, je ne suis plus le même. Mais jusqu'à 30 ans, grosso modo, j'ai pas trop vieilli. Alors voilà, l'humour qu'on rencontre en Afrique. Quel que soit le problème, il y a des solutions pratiques. Ils ont l'esprit beaucoup plus pratique que nous. Le système D, c'est eux qui l'ont inventé par obligation, par nécessité. Fabriquer des pièces de rechange, retaper un camion. Je me souviens de cette émission à la télévision, Les routes de l'impossible. C'était au Gabon. Oh, la piste, c'était trempé, il y avait 1 mètre de boue, le camion passait, il était coincé, ben, ils rigolaient tous, ils sortaient, ils poussaient le camion, ils enlevaient du matériel pour qu'il soit plus léger. Ils avaient tout le temps, et ma foi, le camion était passé. Ça nous donne une belle leçon. Lorsqu'à Paris, je me souviens des embouteillages autour de l'Arc de Triomphe, les gens klaxonnaient, étaient en colère, s'insultaient. Voilà la différence. J'ai connu ça aussi en Indochine, où il arrivait à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, à l'époque, très peu de voitures, très peu de véhicules, mais il arrivait que des vélos se tamponnent, s'entrechoquent. Pour ne pas perdre la face, chacun descendait de vélo, s'inclinait, souriait, et puis si le vélo
n'était pas trop abîmé, ben, il s'en allait, c'est tout, c'est le karma, c'est un destin. Et puis voilà. Je me souviens aussi, c'était à l'île de la Réunion, il y avait un embouteillage autour du périphérique, hein. Maintenant, je crois qu'ils l'ont doublé, mais à l'époque, les années 80, le périphérique autour de l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, il y avait régulièrement des embouteillages pour aller au boulot le matin, comme à Paris, et pour revenir. Mais lorsque les voitures étaient bloquées, ben les gens descendaient, mais au lieu de s'énerver, il y en avait toujours un qui commençait à taper sur le capot de sa voiture pour faire le tambour. Les autres s'y mettaient aussi, et c'était la Sega. Vous voyez, au Brésil, c'est pareil, ça peut être un peu cet esprit-là. On a le temps, il faut vivre, il faut sourire et prendre, carpe diem, prendre le jour et même l'instant présent. Voilà, j'ajouterai encore que nos amis africains savent prendre soin de leurs vieux, de leurs parents. Ils ne les relèguent pas dans des EHPAD qui coûtent très cher et où les gens sont mal nourris, sont mal aimés, quel que soit l'EHPAD, même de luxe, même avec des prestations de luxe. On essaye de distraire ces vieux, mais dans le fond, ils sont méprisés. C'est tout pour faire du business, pour faire de l'argent. Si les gens, écoutez bien ça, si les gens savaient, comme moi je ferais si j'avais 30-40 ans, travailler à domicile avec YouTube, avec d'autres plateformes, avec Internet, auto-entrepreneur et puis chef d'entreprise en société, etc., eh bien, il serait possible d'élever les enfants, comme j'ai dit il y a quelques minutes, mais également de garder les parents âgés, quitte à avoir une aide ménagère en plus, et surtout une maison assez grande, ce qui est possible, une villa, ce qui est tout à fait possible, les amis. Si vous êtes entreprenant, si votre femme lance sa petite entreprise à domicile, vous-même aussi, plus à mi-temps salarié, par exemple pour le papa, et puis après, pourquoi pas, le papa, la maman à mi-temps, lorsque l'enfant est grand et autonome, et va enfin à l'école. Vous pouvez aussi faire l'école à domicile, c'est aussi possible, mais c'est très prenant. La loi vous le permet, mais on vous créera des difficultés. Il y aura un inspecteur d'académie, ce qui est normal, hein, un contrôle, que vous ne soyez pas une secte dangereuse pour l'enfant. Mais autrement, c'est aussi possible, du moins pendant les études primaires. Et donc, mille et une possibilités s'offrent à vous, et les grands-parents, à domicile avec vous, peuvent aussi s'occuper des petits-enfants. C'est possible dans une villa avec 3-4 chambres, chacun sa chambre, la piscine, un jardin. Cela est possible et même les grands-parents peuvent contribuer au paiement d'un loyer ou bien de l'achat de cette maison, hein, tous les mois. Et vous-même, par vos entreprises, pouvez financer tout ça et c'est une belle aventure que vous menez en couple. Du moins, moi, si j'étais marié jeune, c'est ce que je ferais si j'avais la fibre véritablement paternelle. Mais voilà, je suis un peu encore un enfant, malgré mon âge, et j'aime mon célibat, mais j'ai vécu en couple, c'était bien aussi. Je vous décrirai comment ça se passait à l'époque. Ça se passait très bien, surtout la première année. La deuxième, bon, la routine. La troisième, je commençais à me poser des questions. Mais elle, non, elle voulait un bébé, elle était normale, elle voulait un enfant. Elle l'a eu avec d'autres. Et peut-être aussi avec moi, je serai le papa biologique. J'ai quelques doutes. Je vous expliquerai tout ça un jour. Lorsque j'avais 30 ans, ça s'est produit. Voilà, alors bien éduquer ses enfants, si possible à domicile les premiers mois, les premières années, que la maman tienne dans ses bras son enfant l'essentiel de la journée, et les grands-parents à proximité, ce que je voyais d'ailleurs au Vietnam, hein, et au Cambodge, souvent la case, la grande maison hébergeait toute une ou deux ou trois maximum générations, parce qu'ils mouraient avant, hein, la longévité à l'époque. Mais souvent, les grands-parents étaient hein, ça se passe encore en Inde. En Inde, c'est inconcevable d'aller mettre des
des parents dans des EHPAD, dans des maisons de retraite pour vieux. Hein. Ça existe, mais dans les villes, à New Delhi, tout ça. Mais c'est rare, ils préfèrent rester ensemble, le clan familial. Ce qui est logique, ça existait depuis des centaines de milliers d'années. Hein. Alors, on veut changer pour faire du fric. Ça, c'est le côté capitaliste. Après, les wokistes, gauchistes, veulent faire table rase du passé. Ah, pas de patriarcat, l'homme au travail, la femme au foyer. Non, non, non. Au début, je soutiens que c'est la bonne solution. À vous de voir, et je vous dis à très bientôt, et je salue mes collègues africains. Je suis moi-même africain, nous le sommes tous, c'est le berceau de l'humanité, le principal berceau de l'humanité. Donc moi aussi, je suis africain. Je te le dis présentement, je suis africain et j'imite ton accent. Tu peux imiter aussi l'accent du blanc. On est libre d'imiter les accents, c'est plaisant. Je vais souvent dans les magasins africains, je t'expliquerai comment, c'est moins cher et peut-être un jour en caméra, j'irai filmer ce que je choisis comme produits qui sont très bons et pas chers. Les Blancs ignorent ça, mais à Paris, dans les grandes villes de province, tu as ces magasins africains, il y a peu de Blancs qui vont là-dedans. C'est très bon, il y a des haricots, il y a de l'huile pas chère, vraiment pas cher, alors que tu vas payer ça 10 € le litre, tu as la même chose et c'est pas frelaté, c'est très bon, même de l'huile d'olive, mais ça il faut connaître. Allez, à plus tard et porte-toi bien.